Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Sans détour. 3 sujets s'invitent dans ce numéro de votre programme bi-hebdomadaire. Le calvaire des étudiants boursiers qui doivent verser leurs frais d'inscription dans une seule banque de la place. La municipalité de Parakou à l'ère des réformes de Charles Tokor, on en parle également. Et pour finir, la marche des femmes du CONARAB et du MFNPP est aussi au menu de notre échange. Pourquoi ne pas diversifier les banques dans lesquelles les étudiants boursiers doivent verser leurs frais d'inscription? Les réformes de Charles Tokor sont-elles indispensables pour le développement de la commune? Pourquoi empêcher les femmes d'aller parler à leurs enfants, entre-temps devenus présidents? Ce sont autant d'interrogations qui auront droit à des éléments de réponse dans cette émission. Voici pour vous la toute première étape de ce programme. Gloire d'Afrique, c'est la première étape comme je l'annonçais tantôt et c'est avec le guide libyen. Mouammar Kadhafi vient au monde en 1942. C'est un jeune bédouin issu d'une famille très pauvre. Il entre à l'école primaire de Sirte à l'âge de 9 ans, devenant ainsi le premier membre de sa famille à suivre les études. En 1963, Kadhafi obtient son baccalauréat de philosophie, étudie le droit à l'université de Libye, mais refuse de travailler dans les compagnies pétrolières. Il crée un groupe de jeunes pour entrer à l'école militaire de Benghazi, pas pour devenir des soldats de métier, mais pour infiltrer l'institution et s'en servir pour mener la révolution. 6 ans plus tard, il prend le pouvoir avec ses compagnons d'armes le 1er septembre 1969 à l'occasion d'un coup d'État presque sans effusion de sang. Mouammar Kadhafi n'est alors qu'un jeune officier de 27 ans. Dès son arrivée au pouvoir, Kadhafi se distingue par un projet volontariste de concrétisation de panarabisme via l'union de la nation arabe avec pour finalité d'effacer les traces de la domination occidentale persistante même après la décolonisation. هذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين هذا عالم همجي بربري متخلف منحط هو الذي سبب الكوارث البشريه هو الذي قاد الحرب العالميه الاولى والثانيه والصليبيه والبونيقيه ولا زال يقود حروب جديده لتدمير البشريه. من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضيه؟ هذا العالم الذي يدعي التمدن، هذا عالم متخلف وتسيطر عليه ليست الشعوب، تسيطر عليه دائما القوى الابتزازيه الاستغلالية العنصرية الحاقدة. Il demande à l'armée britannique de quitter la Libye, ordonne ensuite aux États-Unis d'évacuer leur base militaire. Il réussit à imposer pour la première fois une augmentation du prix du baril de pétrole, ouvrant la voie aux autres pays producteurs. Les Libyens avaient plusieurs avantages sous Kadhafi, comme l'électricité et l'eau à usage domestique qui étaient gratuites. Le prix du litre d'essence était à 0,08 €. Les Libyens ne payaient pas d'impôts et la TVA n'existait pas. Tout étudiant diplômé reçoit le salaire moyen de la profession du cursus choisi s'il ne trouve pas d'emploi. Et lorsqu'un couple se marie, l'État payait le premier appartement ou maison d'environ 150 mètres carrés. Les familles libyennes voient leurs conditions de vie s'améliorer considérablement. Aussi, la Libye lance le chantier de 3 organismes financiers qui devraient contribuer à asseoir l'émancipation monétaire et financière de l'Afrique. Il s'agit de la Banque africaine d'investissement, du Fonds monétaire africain et la Banque centrale africaine. Le développement de ces 3 organismes devrait permettre aux pays africains d'échapper au diktat de la Banque mondiale et du FMI et marquer la fin du franc CFA. Kadhafi permet à l'Afrique de connaître sa première révolution technologique en finançant le premier satellite de télécommunication, permettant aux pays africains de se rendre indépendants des réseaux satellitaires occidentaux et d'économiser plus de 500 millions de dollars. Sur le plan international, Kadhafi adopte donc des positions radicalement tiers-mondistes et anti-impérialistes. Notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. Au fil des années, Kadhafi apparaît fréquemment dans des tenues voyantes, voire extravagantes, comme ses uniformes chamarrés d'or et une poitrine couverte de médailles, de larges capes, des costumes aux couleurs éclatantes ou au contraire d'un blanc immaculé et se déplace accompagné de sa garde d'Amazone. Sous le régime de Kadhafi, la liberté d'expression est sévèrement limitée. Toute critique du guide de la révolution était impensable. En février 2011, Mouammar Kadhafi est alors le chef d'État ou du gouvernement le plus ancien du monde arabe. La Libye est à son tour touchée par le printemps arabe et Kadhafi doit faire face à une révolte populaire. Un véritable soulèvement éclate à Benghazi et la ville passe aux mains des rebelles.
Le 22 février, Muammar Kadhafi intervient sur Al Jamaïria TV. Il promet de réprimer la contestation et déclare « Muammar est le chef de la révolution jusqu'à la fin des temps ». Muammar Kadhafi n'est pas un président, c'est un guide de la révolution. La révolution veut dire le sacrifice à vie jusqu'à la fin. Le 3 mars 2011, la Cour pénale internationale annonce l'ouverture d'une enquête visant Muammar Kadhafi et son entourage. Le 24 août 2011, le Conseil national de transition annonce que les hommes d'affaires offrent 2 millions de dinars libyens, soit 1,2 million d'euros, à qui ramènera le colonel Kadhafi mort ou vif. Le 20 octobre 2011, alors que Muammar Kadhafi quitte Sirte, son convoi est obligé de changer de route par un tir des avions de l'OTAN, puis se retrouve piégé dans une embuscade orchestrée par la rébellion. Il est capturé vivant, mais sa mort est finalement annoncée par un haut responsable militaire du CNT un peu plus tard dans la journée. Dans son ensemble, la communauté internationale salue la mort de Kadhafi, mais le déroulement exact des circonstances de son décès qui restent confuses donne lieu à une polémique, ce qui conduit le président du CNT, Mustafa Abdel Jalil, à annoncer le 24 octobre l'ouverture d'une enquête sur sa mort. Human Rights Watch publie en octobre 2012 un rapport estimant que Kadhafi a été exécuté après sa capture et non tué dans un échange de tirs. Le 15 octobre 2011, à l'aube, Muammar Kadhafi et son fils Moustassim sont inhumés dans le désert libyen dans un lieu tenu secret. Muammar Kadhafi était un des hommes les plus riches du monde. Celebrity Net Worth, il serait le 8e homme le plus riche de tous les temps. Dans une lettre ouverte qu'il a publiée dans le quotidien russe Zavtra en mai 2011, Muammar Kadhafi écrit, je cite, « Arrêtez, peuple de l'OTAN. Vous bombardez un mur qui barre le chemin de la migration africaine vers l'Europe et le chemin aux terroristes d'Al-Qaïda. Ce mur, c'était la Libye. Imbécile que vous êtes, vous le détruisez et vous brûlerez en enfer pour les milliers de migrants d'Afrique et pour avoir soutenu Al-Qaïda. C'est ainsi que ce sera, et je ne mens jamais, et je ne mens pas maintenant non plus. » Donnez vie à ce plateau et vous tenez en haleine. Je reçois pour vous Léon Batonwero. Léon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hippolyte Agossou, chers amis téléspectateurs. Une fois encore, merci d'être avec nous. Vous qui êtes toujours fans de cette émission. Notre fidèle ami et confrère Aubert Tony est encore là. Bonsoir. Bonsoir Hippolyte. Je voudrais saluer tout le peuple béninois, tous ses amis qui prennent ce rendez-vous. Samson Cabral Anessi, le chroniqueur de ce programme. Bienvenue. Merci Hippolyte, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Il est avec nous pour tout au moins une première fois, Guillaume Dessouza, on l'appelle, directeur du site d'information en ligne Bénin Actualité. Guillaume, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hippolyte et bonsoir aux amis téléspectateurs. Avant de poursuivre notre échange par ici, la régie nous témoigne son accord. On plante donc le décor avec cette rubrique, les étudiants dans leur calvaire, bien sûr pour aller verser les frais d'inscription. Pourquoi ne pas diversifier les banques? Je le disais tantôt, voici pour vous l'élément témoin. Et dans le paiement des frais de scolarité au niveau de l'écobanque, on rencontre d'énormes difficultés au niveau du nombre des étudiants. L'effectif est vraiment pléthorique et la façon dont ils ont lancé les paiements, c'est ça qui nous crée d'ennui, ça nous casse les pieds. Parce que aujourd'hui, ça concerne les allocations au fur et à mesure. Et ils ont tout lancé à la fois. Inscription et dépôt des dossiers pour les allocations. Et que quand tu vas rater, c'est une seule vague. Quand tu rates, tu ne pourras plus déposer tes dossiers pour les allocations. Et ce qui met une pression sur nous. Mais le mal est que c'est une seule banque qui est en partenariat avec l'université. Donc ce qui fait que d'autres se réveillent déjà à 4 heures, ils sont là. On établit des listes. Et c'est ces listes-là que les agents vont venir prendre et suivant l'ordre, ils vont appeler les étudiants pour s'inscrire. Aujourd'hui, nous sommes le mardi de cette semaine. Mais il y a déjà des listes pour la semaine passée qui sont en train de gérer actuellement.
Et que quand tu t'es inscrit hier ou bien tu dois attendre aujourd'hui, demain ou après-demain, tu ne sais pas encore. Donc, on rencontre de nombreux défis. Multiplier la banque partenaire de l'université, c'est le souhait d'abord de tous les étudiants. Parce qu'avoir avec la seule banque, ça ne nous arrange pas. Donc, notre souhait, on demande aux administrateurs de l'université de faire tout possible pour multiplier leurs partenaires bancaires, je vais dire bien quoi là. Donc, c'est ça notre souhait. Sinon, ça ne va pas. Vraiment, depuis avant-hier, pour pouvoir déposer les dossiers, c'est vraiment un problème. Tu peux écrire ton nom sur des listes, ça ne va pas passer. Tu vas toujours rester là. Il y a vraiment le monde. Et je prie de bien vouloir, les prochaines fois, multiplier les banques. Puisqu'il y a 3 banques ici. Et autant que nous sommes, c'est vraiment difficile. Et le délai donné pour déposer les dossiers là est trop court. Et nous demandons s'ils peuvent nous aider à augmenter le délai pour qu'on puisse verser la somme et pouvoir déposer les dossiers. Sinon, ça ne va pas. Voilà, Tony Aubin, vous avez entendu une seule banque en partenariat avec l'Université de Parakou, ceci par le biais de la direction des bourses et secours universitaires, puisque ce sont les étudiants boursiers qui payent leurs frais d'inscription. Oui, tout à fait. Et puis, je me désole un peu de savoir que pour une université comme celle de Parakou, qui est en train d'avoir pratiquement 17 ans, 17 ans de vie, 16-17, je crois, avec cet effectif-là que nous connaissons, que ce ne soit qu'une seule banque qui puisse être à même de recevoir ce flux d'étudiants, une banque qui n'a que 2 agences ici à Parakou. Et vous voyez, lorsque vous passez devant ces banques, ça fait 3 agences. Bon, ok, je connais l'agence principale, une autre agence, et puis bon, vous dites 3. D'accord, voilà, une autre aussi à l'université, ça c'est vrai, ça fait 3. Et donc, lorsque vous passez devant ces agences, enfin cette banque-là, vous constatez le flux qui s'y trouve. Et c'est désolant. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi c'est sur cette seule banque-là que le choix a été porté. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Et dans un pays comme le nôtre, où on est en train de parler de la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, lorsque ça se passe comme ça, je dis que ça n'accompagne pas. Ça n'accompagne pas les réformes parce que lorsque vous êtes étudiant et que vous êtes limité dans le temps, rien ne vous garantit qu'avant la fin du délai qui vous est imparti, que vous avez la chance de vous inscrire. Lorsque vous trouvez les chemins du couloir, vous les empruntez rapidement selon que vos parents sont à même. Je ne dis pas que les banquiers sont corrompus, je ne le dis pas du tout. Je ne le dis pas, mais la tentative peut être grande de se porter vers cela. Face à de telles situations. Face à de telles situations, parce que vous serez prêt à tout pour que votre opération soit effectuée. Vous pourrez être prêt à tout. Et c'est dommage. Alors, Léon Batongoro, vous avez entendu une liste de 72 heures qui continue d'être appliquée. Vous voyez un peu le calvaire des étudiants. Ben, c'est vous qui parlez d'une liste de 72 heures. C'est l'étudiant qui l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais quand vous allez dans cette banque-là pour l'inscription, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine pagaille qui règne. Et je vais la décrire. Vous voyez, quand vous voulez mettre votre pied au niveau de la porte d'entrée de la banque, on vous demande d'abord si vous êtes étudiant. Si vous êtes étudiant, c'est comme si vous êtes moins qu'un homme, on vous refoule parce qu'il y a d'autres types de clients qui pourraient venir, qui se mélangent aux étudiants. Et pour l'agence principale dont Tony parlait, il y a 2 guichets, je crois, où les gens peuvent faire des opérations. Et dans le même temps qu'il y a des milliers d'étudiants qui leur demandent d'aller s'inscrire dans un bref délai, il y a les autres clients de la banque qui viennent. Et quand eux, ils sont porteurs de beaucoup de billets de banque et un peu plus d'argent, on leur favorise la tâche. Pendant que les étudiants font une liste, vous avez dit 72 heures, parfois elles ne sont même pas applicables. Elles parfois d'une semaine. Oui, elles sont faites, les étudiants se lèvent très tôt pour aller, soi-disant, s'inscrire, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et véritablement, on se demande si c'est encore opportun, à l'époque actuelle, d'avoir rien qu'une seule banque qui s'occupe de milliers d'étudiants qu'on a dans une université, à qui on demande de s'inscrire dans une période très précise. Véritablement, il y a tout le problème là. Et Tony a semblé dire qu'il ne dit pas que les banquiers sont corrompus.
on a une affaire qui est là actuellement, qui a mis Laurent Bertoyon quelque part aux frais, il faut le dire comme ça. Les gens savent que les banquiers peuvent l'être. Ça veut dire que si on lui impute d'avoir reçu des pots de vin d'une certaine banque, ça suppose que ça peut se faire partout. Et pourquoi alors l'université a prévu que ce ne soit que la seule banque? Et dans le même temps, vous avez parlé de la DBSU. L'université est en partenariat avec la DBSU. Quand il s'agit de payer les bourses et secours aux étudiants, on leur donne la latitude d'aller chercher ailleurs, d'aller dans une autre banque, communiquer un numéro de compte et de recevoir alors leur soutien, leur soutien financier que l'État leur fait à travers bourses et secours. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose au niveau de ces frais d'inscription-là et changer un peu les donnes? Parce qu'actuellement, pendant qu'on parle d'inscription, si vous voulez véritablement vous inscrire, je crois que le RAVIP, c'est encore mieux pour ceux qui se plaignent pour dire qu'il y a une file d'attente, tout et tout. Parce que là, vous allez passer des heures, depuis tôt le matin jusqu'au soir, parfois sans pouvoir s'inscrire, et des jours de suite, sans véritablement aller au cours. Finalement, vous êtes là, vous perdez. Et je vais encore aller plus loin. Vous savez, il y a différents types d'étudiants. Il y a de ces étudiants qui ont eu le bac, qui sont encore jeunes, je veux dire, qui peuvent faire la file, qui peuvent rester sous le soleil. Mais il y a des étudiants fonctionnaires, comme vous et moi, qui pouvaient aller... En quoi ceux qui viennent d'avoir le bac sont vraiment différents? Ils peuvent rester sous le soleil. Oui, ils sont jeunes. Le soleil a les mêmes effets sur vous et en fait, les mêmes effets sur le jeune étudiant. Je veux faire remarquer qu'ils sont jeunes. Ce n'est pas la même chose en matière d'honneur, par exemple, à quelqu'un qui est d'un certain rang social d'aller faire la ligne, comme un étudiant qui est encore jeune, qui peut le faire. Vous voyez, il y a tous ces critères qu'il faut prendre en compte et trouver d'autres mécanismes pour permettre aux gens de s'inscrire un peu plus aisément. Parce qu'actuellement, ce qui se fait véritablement, il faut changer ça. On ne peut pas continuer par soutenir ça. Et si l'université doit accroître en nombre, imaginez ce que ça devient dans 10 ans encore. On vient de passer quelques 16 années de l'université, bientôt 17. Dans 10 ans encore, qu'est-ce que ça deviendrait? Alors, Guillaume de Souza, vous avez entendu, ce n'est pas bien facile. Est-ce que le directeur des bourses et secours universitaires a du plaisir à voir les étudiants souffrir? Non, je ne dirais pas jusqu'à affirmer cela de lui, parce que cela reviendrait à supposer qu'il a en lui un côté, je vais dire, machiavélique. Autrement, il aurait diversifié les banques. Non, je pense que... D'abord, moi, je note effectivement que l'université de Parakou est en partenariat avec l'établissement bancaire dont nous sommes en train de parler. J'imagine, vous savez, l'établissement dont nous parlons a une annexe, justement, à l'intérieur du campus. Donc, j'imagine qu'il s'agit là vraiment d'un partenariat vraiment privilégié qui lie cette banque-là à l'université de Parakou. Moi, je n'ai rien contre le principe de ce genre de partenariat, parce que j'imagine que l'objectif ici, c'est de rapprocher le service ou les services offerts par cette banque-là, c'est de rapprocher ces services-là de ce type, de ce genre de clientèle spéciale qui constitue le monde étudiantin. Dans le principe, ça ne me pose aucun problème. Mais là où je commence franchement par être agacé, là où je commence franchement par me poser des questions, c'est lorsque je me rends compte justement que à cet établissement bancaire-là, l'on a confié en exclusivité ce marché juteux que constitue justement l'inscription des étudiants. Parce que c'est un marché vraiment juteux. Quand vous prenez l'université de Parakou, vous allez dénombrer des dizaines de milliers d'étudiants. Et tout ce beau monde-là doit obligatoirement passer par cette unique banque-là pour pouvoir accomplir, pour pouvoir donc accomplir le processus d'inscription. Mais je remarque que malheureusement, cette banque n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences, c'est-à-dire de répondre convenablement, j'imagine, aux clauses de ce partenariat-là, parce que tout à l'heure, Tony parlait de 3 agences dans la ville de Parakou, mais faites le tour de ces agences-là, vous verrez dans quel cadre est-ce que les clients se retrouvent. C'est un cadre proprement exigu. Et donc, on demande à des dizaines de milliers d'étudiants d'aller obligatoirement vers cet unique établissement bancaire, alors que, quand on prend la ville de Parakou, nous avons environ 4 à 5 établissements bancaires. Nous avons assez de banques dans la ville de Parakou. Et donc, la question que moi je me pose du coup, c'est de savoir ce qui empêche les autorités de l'université de Parakou d'aller créer des comptes dans ces différentes banques-là.
de sorte à rendre l'opération beaucoup plus aisée à nos étudiants. Je ne sais pas ce que ça coûte. Aller ouvrir un compte dans un établissement bancaire, ça ne coûte rien du tout. Pourquoi est-ce que c'est obligatoirement dans cette banque-là seulement que l'opération doit se dérouler? Et donc, lorsque je me pose cette série de questions, je me dis finalement, il va falloir que ce partenariat-là, qu'on puisse le sortir, qu'on aille voir les dessous de ce partenariat. Qu'est-ce qui confère à cette banque-là ce privilège? Pourquoi est-ce que ce n'est qu'à elle? Alors, l'autre problème qui se pose, c'est que la situation s'empire d'année en année. Parce que chaque année, à chaque rentrée, nous avons de nouveaux étudiants. Donc, le nombre croît. Et Tony, tout à l'heure, a décrit un peu le scénario auquel l'on assiste lorsque on prend part à cette banque-là. Vous voyez les files d'attente, des rangs qui sortent de l'intérieur de ces agences-là et qui vont carrément hors du périmètre de la banque. Et donc, c'est un spectacle désolant, piteux, auquel on assiste toutes les fois. Donc, je dis, ce partenariat-là, je commence à le trouver un peu curieux. Pourquoi est-ce que ce n'est que cette banque-là qui doit donc assurer cette fonction-là? Il faut donc chercher à voir clair. Oui, on doit chercher à comprendre. Partenariat. Voilà. Alors, Samson Kabral-Adessi, le directeur des bourses et secours universitaires, a quand même l'opportunité de pouvoir soutirer ses frais d'inscription dans les frais de bourse qu'on donne aux étudiants. Pourquoi ne pas procéder ainsi plutôt que de laisser ce partenariat aussi à cette seule banque-là? Et parfois, vous voyez le rang qui déborde même parfois juste à côté de la chaussée. Merci Hippolyte. Je voudrais faire mienne les observations de mes confrères sur ce plateau. On ne devrait pas imputer la responsabilité de ce qui se passe à l'université de Parakou, au DBSU. Je crois que les tout premiers responsables sont les autorités rectorales, parce que nous avons déploré le fait l'année passée, ici à ETD, les faits sont têtus, l'expérience est encore rééditée cette année, mais c'est bien malheureux. La situation est alarmante, préoccupante. Vous savez, je n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'on me dit que l'étudiant a droit à un secours, à une bourse, mais en même temps, il doit d'abord débourser 15 000 francs dans des conditions beaucoup plus extrêmes, effarantes, avant d'accéder juste à la validation de son dossier, de son inscription pour pouvoir accéder à la bourse. Je crois qu'il y a un problème qui ne va pas. Lorsque vous prenez des gens qui sont quand même à même de prélever à la source ces frais d'inscription pour alléger, pour rendre beaucoup plus fluides les conditions d'inscription. Prenons même les simples étudiants qui n'ont pas droit au secours ni à la bourse. Pour valider son inscription, il faut forcément payer. Quand vous prenez pour ceux-là dont l'inscription n'est pas... Vous devez payer. Vous devez payer. Et il faut faire la queue. Il faut venir à 5 h du matin. Et en même temps, les cours se déroulent sur le campus. Alors que les autorités rectorales doivent pouvoir faire les choses de manière à ce que les plus jeunes qui viennent de décrocher leur bac et qui ne maîtrisent pas très bien le processus sur le campus, on doit pouvoir leur faciliter un peu la tâche. Mais j'ai reçu un témoignage qui m'a agacé, qui m'a écœuré la fois passée, où l'étudiant me disait, ils se sont entendus pour confier leur carte et l'argent d'inscription à un groupe d'étudiants de 3 personnes qu'ils ont fait voyager sur Djougou, pensant que là-bas, l'affluence sera gérable. Mais arrivé là-bas, les responsables de la même banque ont exigé la présence physique des étudiants. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il suffit juste d'encaisser les sous et puis, conformément aux noms qui sont sur les cartes d'identité, de délivrer les quittances. Mais les autorités de cette banque, les responsables de cette banque ont refusé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut que le professeur Prosper Ganaho essaie de clarifier la lanterne de la couche estudiantine ou de tous les usagers de l'université de Parakou. Mais le mal dans tout ça, c'est que les responsables étudiants aussi ne réagissent pas par rapport à la situation. Oui, ce qui est préoccupant pour eux, c'est les conditions d'études, comment accéder à la bourse, au secours. Mais il va falloir également qu'ils se penchent un peu sur ce volet d'inscription, sur ce volet qui doit précéder le déroulement ou l'aboutissement heureux
donc, de paiement des bourses et secours. Il va falloir, même au plus loin, au plus haut niveau, que madame, je crois, le ministre de l'enseignement supérieur puisse se pencher également, parce que on a, dans un premier temps, demandé aux étudiants de percevoir leurs secours, leurs bourses via cette même banque. Plus tard, on leur a demandé d'aller dans les banques de leur choix et puis de créer un compte. C'est ce qui est fait. Mais pourquoi on oblige maintenant les mêmes étudiants à faire passer les frais d'inscription par la seule banque et pour créer des conditions vraiment déplorables, des difficultés énormes à ces étudiants? Je trouve que ça va créer un manque à gagner à la fin de l'année, à la proclamation des résultats. Parce que j'ai interviewé des gens qui m'ont dit, en ce moment où ils sont dans les rangs pour pouvoir payer ces frais d'inscription, il y a que les cours se déroulent de l'autre côté de l'université. Et c'est bien dommage. Nous refermons donc cette rubrique avec votre intervention. On attaque avec la chronique. Toko entre fanfaronnade et utopisme, c'est le titre de la chronique de Samson Cabral Adessi. Samson, à vous le crachoir. Oui, merci à vous, chers amis Hippolyte Agossou, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Le maire de Parakou à l'épreuve de la gestion des affaires municipales. Sur les chantiers de développement, l'organe exécutif de la cité des Kobourou cherche toujours Sermac. Plébiscité à la prestigieuse place de première autorité municipale, Charles Toko s'inscrit dans la dynamique pantagruélique, mais peu convaincante. Point n'a besoin de périscope pour s'en apercevoir. Le protégé de Patrice Talon, à la tête de la 3e ville à statut particulier, se fait la star des ballons d'essai sur l'aire de développement enclavé de la ville. L'euphorie du pari de destitution de Sourajou résiste au temps et isole Toko du concret. Les administrés devront dorénavant s'adapter aux mesures impromptues, dénudées d'armures imparables de leur maire. Charles Toko verse dans la fanfaronnade avec des décisions utopiques prises au pifomètre. Le consommant local, prôné et sans commune mesure par mon aîné de la profession, dans les arcanes de la décentralisation, souffre cruellement des pathologies d'incurie, de platitude et de plaisanterie de mauvais aloi. La graine n'est certes pas mauvaise, mais sa germination est d'ores et déjà hypothéquée par le climat. Dans une ville où l'oisiveté s'empare de la couche juvénile, le chômage tient au respect la flotte des licenciés de la Sonapra, de l'ONASA et du COTEB, la mévente le quotidien des rescapés des opérations de déguerpissement et les routes enlacées, un casse-tête permanent pour les usagers. Il importe de mieux penser la thérapie à la hauteur de l'ampleur du désastre. Charles Toko, désigné comme le paragon de vertu à l'image de son mentor, gagnerait à combler les attentes d'une ville qui quémande sa refondation. L'utile devrait passer avant l'agréable. À ce titre, la recomposition de la classe ouvrière et du tissu économique, avec à la clé l'assouplissement des conditions de production, me paraît prioritaire. Il est alors impérieux que le maire Toko abandonne ses sentiers de rétro-pédalage amorcés depuis peu sur fond de diversion et de rebuffade dissuasive de son 3e adjoint au maire. Assez les décisions brutes aux effets flatteurs, les mandants ont besoin du factuel. Merci à vous, Samson Cabral Adessi. On revient donc tout de suite pour les analyses. Tony Aubin, vous avez suivi quand même la chronique de Samson Cabral Adessi, qui pour vous peut-être semble être en déphasage avec ce qu'on constate sur le terrain, votre réaction. Non, pas forcément en déphasage, parce que il n'a que dit ce que nous constatons tous, ce que le Paraquois vit. Il a retracé le quotidien du Paraquois, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette opération de déguerpissement, par exemple, a pris par Parakou. On en souffre toujours. Une opération d'envergure nationale.
Et c'est justement pour cela que je dis que ça a pris pas Parakou. Hein? Et on en souffre toujours. À Parakou, on a connu des structures qui ont fermé. Ce n'est pas du fait de l'équipe, enfin, cela ne relève pas de la volonté de l'équipe municipale. D'accord? Mais lorsque nous nous rappelons par exemple qu'à l'arrivée du maire Chaltokor, on a lancé une opération d'arrestation des bêtes en divagation. Okay? Une opération qui a été à un moment donné plombée. Ça, il faudra le reconnaître. Les bêtes ont été arrêtées. Qu'est-ce qu'on en a fait? On n'en sait pas. Il y a certains propriétaires qui sont rendus à la mairie, qui n'ont pas retrouvé leurs bêtes, bien qu'ils étaient prêts à payer tout ce qu'il fallait payer comme dommage pour reprendre la possession de la bête. Cela n'a pas été possible. À côté de cela, vous savez, on a parlé d'une opération de reprofilage des voies qui a été lancée et relancée à plusieurs reprises et qui a finalement démarré. Et vous suivez sans doute chaque matin la plainte des populations face à la qualité du travail qui se fait. Je mets cet aspect de côté. Je voudrais me rappeler encore une autre réforme engagée par la mairie de Parakou, voilà, l'enlèvement des ordures. L'enlèvement des ordures, par exemple, on a contracté avec des structures de précollecte d'ordures. À qui on a affecté les zones? À qui on a affecté les zones, mais qui n'ont pas les moyens de faire le travail. Ils n'ont pas le matériel, n'ont pas le personnel. Pendant qu'ils sont passés chez vous ce samedi, l'autre samedi, ils ne viennent pas. Ils sont passés chez vous cette semaine, l'autre semaine, ils ne viennent pas. Lorsque vous tentez de les appeler, on vous dit que non, il y a ci, il y a ça. C'est tout un problème. Bon, les réformes dans le secteur des conducteurs de taxi-moto. On a à plusieurs reprises tenté de lancer cette opération, mais ça n'a pas marché. Cela n'a pas marché. Pourquoi? Pour l'instant. Parce que il est annoncé une rencontre ce vendredi entre l'autorité municipale et les conducteurs de taxi-moto. Mais pourquoi déjà on a relancé 3 fois, je crois, la même opération sans qu'on ait du concret sur le terrain? Parce qu'il y a déficit de communication. Non seulement ça, certaines autorités n'ont pas su s'adresser aux populations de Parakou comme il le fallait. Elles n'ont pas eu la manière de s'adresser aux populations de sorte à les amener à accepter les réformes. Aucune réforme n'est douce, ça on est d'accord. L'autre chose aussi, lorsque vous dites par exemple que tous les étudiants de la ville de Parakou doivent avoir le même maillot et que vous allez confectionner ce maillot-là ailleurs, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes sorti, vous êtes allé très loin, vous êtes allé loin des frontières du Bénin pour la confection de ces maillots. Alors qu'il y a quand même des couturiers à Parakou. Il peut arriver qu'on se trompe dans la vie et c'est tout à fait normal. On peut mettre tout ceci sous le coup d'une erreur qui pourrait arriver. Et pour se rattraper maintenant, on impose aux agents de la mairie un comportement vestimentaire 2 jours sur 5. Si je suppose que ça travaille à la mairie de Parakou du lundi au vendredi, on impose que lundi et vendredi, les agents de la mairie doivent être en tenue locale. C'est quoi la tenue locale? Est-ce que c'est ce que vous avez porté ou ce que j'ai porté? Est-ce que c'est ce que vous avez porté ou ce que Samson a porté qui pourrait être d'origine, je ne sais pas, nigérienne, sénégalaise ou malienne? Je ne sais pas. Il va falloir que la précision nous soit apportée. Maintenant, lorsqu'on dit que désormais à la mairie, lorsqu'il y a une manifestation ou il y a une collation, il y a réception et autres, il faudra nécessairement consommer les mets de chez nous. Moi, je trouve que là, c'est de bonnes réformes. Hein? C'est de bonnes réformes. Je crois que personne ne devrait aller contre une telle réforme. C'est une très bonne chose. Peut-être que c'est une manière pour l'autorité de se rattraper lorsqu'il est allé faire confectionner les tissus de nos émigrants très loin du pays, pendant que nous avons des artisans qui sont ici, qui sont imposés. Hein? Qui peuvent même mieux faire. Ils sont imposés. Il serait quand même bien que... ça fait beaucoup de réformes, ça fait assez de réformes pour très peu de résultats. Et il serait nécessaire qu'on marque maintenant une pause
pour tout évaluer et repartir sur de nouvelles bases, parce que Parakou, ce n'est quand même pas la France. Alors, Léon Batomoro, la liste des réformes est loin d'être achevée. Il y a quand même beaucoup de réformes dans lesquelles on peut tirer quand même l'essentiel. On peut avoir quand même des résultats acceptables. Je crois que Tony a fait un répertoire des réformes qui sont engagées à la mairie de Parakou. Moi, je veux me tabler sur deux principales, ces dernières réformes qui parlent notamment du consommons local et de habillons-nous local. Et je partage exactement les mêmes inquiétudes que Tony Aubin pour demander finalement c'est quoi le local, le habillons-nous local. Est-ce que véritablement c'est le fang-tex que l'autre a porté, la tenue, comment vous appelez ça, le tigan que l'autre a porté, comme je vois bien le troisième adjoint au maire faire des posts sur Facebook et nous montrer qu'il est en local, ou alors c'est le taco du maire Charles Tokor ou des tenues qui s'assimilent à ce que nos artisans eux-mêmes ont fait chez nous à Parakou, dans les environs. Est-ce que c'est cela qui est la tenue locale? Je m'interroge. Et si je dois répondre, par exemple, en disant oui, c'est peut-être cela, je me demande quel est le salaire ou les moyens dont disposent alors les travailleurs pour s'acheter des tenues locales comme le taco qui coûte exactement comme une veste à prix, je ne sais pas, modéré. Ça coûte pratiquement les mêmes choses. Est-ce qu'il faut enlever ça de son salaire pour pouvoir se changer, surtout par ce temps de chaleur, et les lundis et vendredis porter ce type de tenue, ou alors il faut aller chercher les tenues de 4 500 ou 5 000 que l'on vend, des pagnes un peu comme ce qu'on a apporté là, il y en a de différentes qualités aussi, et dire qu'on est en tenue locale, et selon quel rythme financier on peut le faire. On peut satisfaire à cette exigence de l'autorité qui, lundi dernier, au MAA, aurait annoncé avec effet d'obligation à ce que les agents désormais se fassent bien habillés, se fassent habiller en tenue donc de ce type comme il le recommande. Il y a des clarifications de toute façon à apporter à ce niveau. Quand on parle de l'alimentation, oui, a priori, c'est bien que de nous alimenter selon le type d'aliments qu'on a, mais n'oublions pas que, quoi qu'on dise, tout le monde n'est pas habitué à manger, par exemple, du chokourou, de la pâte, ou je ne sais pas, du toubani, comme on l'entend dire dans les réformes de la municipalité de Parakou. Tout le monde n'est pas habitué à manger ça. Et quand il y a... justement, ce n'est pas l'occasion de goûter et s'habituer. Mais ne demandez pas à quelqu'un qui, quand il mange, a peut-être des troubles dans son organisme, de s'efforcer de manger parce qu'il voudrait faire plaisir à une réforme municipale. Et je dis, quand il y a une manifestation où chacun a, par exemple, le droit d'avoir une portion d'alimentation et qu'il ne l'a pas pendant qu'on lui impose, moi, je trouve que ça pose un petit problème. Quelque part, il n'est pas tenu de manger ce qu'on lui impose. C'est un peu comme si, à ce rythme-là, on impose la tenue, on impose la nourriture. Demain, on va nous imposer quelque chose d'autre dans notre manière de faire. L'alimentation, elle est libre à mon entendement. Et on devrait tout faire pour que, dans le même temps où on promeut le consommation local, le wassa-wassa, par exemple, que mon réalisateur me fait le plaisir de me montrer à l'écran, j'avoue que moi, j'aime bien, je sais manger ça. Mais il y en a qui ne savent pas manger ça. Il y en a qui, une fois ayant consommé ce type d'aliments, ils ont la diarrhée, ils ont d'autres troubles dans leur ventre. Véritablement, il faut mettre un peu peut-être du bémol dans ces nouvelles mesures-là pour que ça ne soit pas aussi contraignant au début. Et si j'en reviens, parce que l'idée me vient maintenant à l'affaire de tenue, les travailleurs ont demandé au maire de leur apporter alors une prime d'habillement, ce qu'il a promis, parce qu'il ne pouvait pas le refuter non plus. Il a promis, peut-être à partir de l'année prochaine, ils vont commencer par étudier ça. Quelle incidence ça ferait si on doit donner une prime à chaque agent, comparativement au développement qu'on veut? Tony l'a si bien dit. Le maire, lors d'une occasion, je crois, ça devait être la fête de Ramadan, où je l'ai interrogé, disait qu'ils ne reprendront pas les voies telles que les Paraquois le souhaitaient avant la nouvelle année 2018 dans laquelle nous sommes. Mais j'ai été un peu, je dirais, déçu de voir quel type de reprofilage on est en train de faire, même si on a pensé avoir rechargé un peu. J'attends les premières plus simplement pour qu'on en tire les conclusions. Alors, Guillaume Desouza, on parle de tenue au plan local. De toute façon, on entend par tenue locale ce qui est produit chez nous. Et on parle aussi de la consommation des mets. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce effet? Merci Hippolyte. D'abord, avant de répondre à votre question... Tu à l'écran? Oui. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez quand même de réagir à la chronique de mon cher ami Samson. J'avoue que j'ai vraiment du mal
à me retrouver à travers sa chronique. Parce que vous êtes en plein cœur des réalités. Non, oui, parce que indépendamment, je ne suis pas sur ce plateau. Il est au cœur des réalités. Pas Hippolyte Léon, je ne suis pas sur ce plateau en cette qualité-là. Je réagis en tant que citoyen ordinaire de la ville de Paris. Non, je ne crois pas. Vous ne pouvez pas vous débattre de là sur lequel vous êtes assis. Non, laissez Guillaume aller au bout de cette idée. Laissez Guillaume aller au bout de cette idée. J'espère qu'on aura encore la parole. Oui, je dis, j'ai du mal à me retrouver à travers cette chronique-là, parce que la situation décrite par Samson aucunement ne ressemble à la ville où je me trouve, où nous nous trouvons. C'est pas vrai. S'il vous plaît, Aubin, je ne vous ai pas interrompu pendant que vous parliez. Je suis surpris d'entendre cette succession de descriptions que je trouve quand même assez curieuse. Je me demande si c'est du même parcours que Samson est en train de parler. Ceci dit, non, je pense qu'il y a un peu d'exagération quand même dans votre chronique. Mais bon, on dit dans notre métier que le commentaire est libre, l'opinion est libre, donc je ne vous fais pas un procès pour cela. Je voudrais rappeler une chose. Partout au monde, les populations se sont toujours montrées réfractaires aux réformes. Partout où il y a réforme, ça a toujours du mal à passer dans un premier temps. Et donc, je ne suis pas surpris que, face à certaines réformes initiées par le maire Charles Tokor, qui ait quelques poches de résistance, qui ait quelques remous, ça et là. C'est normal. C'est normal. C'est dans l'ordre normal des choses. Vous voyez, même sur le plan national, lorsqu'on prend les nombreuses réformes initiées par le président Patrice Talon, vous savez très bien que ça a du mal à passer. Beaucoup de Béninois sont réfractaires. À beaucoup de Béninois, ces réformes posent problème. Donc ce n'est pas au niveau local que cela devrait se passer autrement. Donc là n'est pas le problème, à mon avis. Mais je dis, il faut pouvoir savoir accompagner ces responsables lorsque ces derniers sont inscrits dans une logique, dans une dynamique de développement. Écoutez, ce serait malhonnête de notre part ici de ne pas reconnaître que le maire Charles Tokor, depuis son avènement, il est là, ça fait à peine un an, il n'a même pas encore fait 2 ans à la tête de la mairie de Parakou. Mais ce serait malhonnête de ne pas reconnaître que beaucoup de choses ont bougé dans la ville de Parakou. Et positivement. Ce serait malhonnête. C'est vrai, vous direz que cela a bousculé beaucoup d'intérêts. C'est normal. Mais est-ce qu'il faut toujours continuer par privilégier les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général? En fait, c'est là toute la problématique. Et c'est pour cela que, à beaucoup de personnes, cela pose un certain nombre de problèmes. Les gens trouvent que, bon, il y a exagération, il y a trop de pression, il y a trop de réformes. Mais j'ai dit, il faut quand même commencer un jour. Et c'est de ça qu'il est question avec le maire Charles Tokor, qui a initié un certain nombre de réformes. Tout à l'heure, Hippolyte, vous me faisiez la question par rapport à cette mesure. Je ne vais pas parler de réforme, je vais plutôt parler de mesures relatives aux tenues vestimentaires, les lundis et les vendredis, et puis celles relatives au mai, que désormais on va servir. Voilà. Écoutez, vous êtes certainement d'accord avec moi que tout peuple sans culture est un peuple mort. Un peuple qui ne promeut pas sa propre culture est un peuple mort. Mais lorsque je prends la réforme vestimentaire, je veux bien savoir ce que vous reprochez à cette réforme-là. On dit les lundis et les vendredis, nous devons pouvoir faire honneur à nos richesses locales en matière d'habillement. Tout le temps, lorsque vous allez dans nos administrations, vous voyez, nos cadres, nos responsables sont tout le temps en veste, cravate et tout le reste. C'est vrai, on me dira que c'est le principe général en matière d'administration et tout. Mais je dis, cette mesure-là qu'a prise le maire Charles Tokor participe de la promotion de nos richesses locales. D'accord? Et de deux, cela permet de booster l'économie locale. Parce que ce que vous semblez oublier, c'est quoi? Lorsqu'on dit désormais qu'il faut pouvoir s'habiller en tenue locale, mais cette tenue locale-là, qui sont ceux qui vont les confectionner?
Les artisans de la ville de Parakou, de Sénou. Je vous en prie, ce sont les artisans de Sénou. Non, permettez que je suis très rapidement. Donc, dire que cette réforme-là va causer des désagréments et tout le reste, je pense que c'est ne pas être honnête. Quand je prends la réforme relative au mets de chez nous qu'il faut désormais servir, tout à l'heure j'entendais Léon dit des choses assez curieuses. Vous dites qu'il y a des gens qui peut-être ne savent pas manger la pâte et tout. Mais écoutez, lorsque vous allez à une manifestation organisée par la mairie, vous n'êtes pas obligé d'aller manger. Mais si c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et dans alors, un planning de séminaire, vous n'êtes pas obligé. Si parmi les mails qui sont présentés, vous ne vous retrouvez pas, si vous ne vous retrouvez pas parmi les mails qui sont présentés, abstenez-vous de manger. Et là, si vous avez d'autres maladies qui se déclenchent, le fait de n'avoir pas mangé. Léon, vous mangez de la pâte. Je parle de moi. Je sais que je peux tout manger moi, mais il y en a pas plus. Vous n'avez pas la parole. Merci à vous, Hippolyte Agossou. Je crois que ce plateau est un plateau très sérieux. Il faut qu'on soit un peu plus discipliné pour permettre à nos chers amis téléspectateurs de comprendre la cohérence des analyses que nous faisons sur ce plateau. Je voudrais rappeler qu'à la prise de service du maire Charles Toko, c'est Rachid Gbadamansi, l'honorable, qui a vu juste en nous demandant, nous, acteurs des médias, d'aider ce maire qui est un patron pour nous, un exemple, un aîné de la profession. Et moi, je m'inscris dans cette dynamique de faire des critiques objectives. Je ne vais pas me comporter comme ceux-là qui essaient toujours de couvrir la tête du maire de palme de laurier, alors que le monsieur est en train d'échouer lamentablement sur les chantiers de Parakou. Vous savez, au début, la toute première action salutaire du maire Charles Toko était la délocalisation de l'autogare centrale. Les usagers et autres conducteurs de taxi-moto, de véhicules, je vais dire, avaient proposé en son temps qu'on démultiplie ces gares-là. Il a dit, niet, il n'y a pas question, tous sur le parc d'Albarika. Quelques mois plus tard, on est revenu avec comme solution de décentraliser, d'essayer de délocaliser, et c'est ce qui a été fait. On a aujourd'hui des gares de petits véhicules et les gares des bus qui se retrouvent à Albarika et un peu partout. C'est pour dire. Même après la décision, je parle des gares de petits véhicules. Oui. Actuellement. Il y en a un à alors, il y en a un. Permettez-moi, Hippolyte Agossou. Samson Adessi, vous avez la parole. C'est pourquoi je n'ai pas. Vous avez la parole. Permettez-moi d'aller au bout de mes analyses, mon cher ami Guillaume. Ça s'appelle un rétropédalage. Lorsque l'autorité. N'est-ce pas une preuve tout au moins de vouloir communiquer avec Permettez-moi, Hippolyte Agossou. Lorsque vous êtes convaincu que la réforme que vous voulez mettre en œuvre est salutaire, vous ne devrez pas reculer. Mais on a constaté, Tony Aubien a bien fait de rappeler l'histoire d'abattage des animaux en errance dans la ville de Parakou. Nous en sommes où aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas encore des animaux qui sont en train d'errer et qui causent encore d'énormes accidents de circulation? Écoutez, pas seulement Hippolyte Agossou, laissez-moi, vous m'avez donné la parole, je crois que vous allez pouvoir me laisser de répondre convenablement. Alors, vous vous rappelez certainement de l'outrecuidance des propos du troisième adjoint au maire, quand il s'agissait d'annoncer cette bourde à la corporation des EM, des conducteurs de taxi-moto. J'apprends que le maire Charles Toko veut rencontrer ces conducteurs de taxi-moto qui ne sont pas des agents de la mairie, encore moins des agents de l'État. Et pourtant, on leur demande de souscrire 25 000 francs pour avoir une tenue. Peut-être qui, du jour au lendemain, ils vont abandonner parce qu'il y en a qui, parmi eux, sont des cultivateurs et c'est parce que de l'autre côté, ça ne promet pas qu'ils sont tenus de conduire ces motos-là. Lorsque vous faites la promotion du consommant local et que vous permettez ce vilain luxe d'aller commander la confection de cette tenue hors de Parakou, je trouve qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas conséquent envers vous-même. Je prends une autre réforme. Lorsque vous me demandez, Hippolyte Agossou, peut-être agent de la mairie, d'être en tradit
2 jours par semaine, je ferai partie de cette équipe que je demanderai au maire Charles Tokor s'il sait que dans un passé récent, les tisserands, parce que ceux-là qui, au détour de cette opération de déguerpissement sauvage, les gens appellent libération de l'espace public, c'est lorsqu'on veut être un peu plus clément, un peu plus doux avec le régime en place qu'on tient de ces propos, parce qu'en réalité, ça fait plus de mal aux populations. Et ces tisserands ont été déguerpis, des ateliers démolis, ils sont à la maison. Vous avez des agents du COTEB et qui, parallèlement à leur job au COTEB, arrivés à la maison, ils essaient de réaliser des tissus et qui servent aujourd'hui à confectionner les tacos que vous voyez. Ceux-là se mordent les doigts aujourd'hui parce qu'ils sont sans emploi. Et nous n'avons jamais vu l'autorité municipale aller à la rescousse de ceux-là pour leur proposer d'autres alternatives. Et vous voulez qu'on consomme quoi au plan local? Hippolyte Agossou, mon cher ami Guillaume, vous ferez mieux de faire des propositions. J'ai parlé de la fanfaronnade, pour ainsi dire que le maire verse dans l'exagération. Ce dont a besoin Parakou, c'est mieux que ça. Des réformes mal pensées, des mesures annoncées à la va-vite. Lorsque vous vous rappelez, Tony Obé l'a rappelé déjà sur ce plateau, l'histoire des tasses sur les ordures ménagères. Vous vous rappelez tout cet entament qui a caractérisé, toute cette force qui a caractérisé l'annonce de cette mesure. Nous en sommes où? Le maire a annoncé dans un passé récent de gros engins pour réussir, pour une fois pour toutes, le reprofilage des routes à Parakou. Allez voir la qualité du reprofilage qui est fait aujourd'hui pour les citoyens. Nous, quand on met tous ces éléments ensemble, on est en mesure de s'interroger, de demander si réellement le maire Charles Tokor est venu pour relever ce défi qui attend Parakou, depuis des années. Je constate que le maire Charles Tokor reste encore en extase depuis la destitution du maire Sourajou. Mais tout n'est pas fini. Il lui fallut cette sortie des Foscori pour un Bénin émergent pour que le maire puisse comprendre qu'en réalité, il a des adversaires qui sont venus de donner d'amener le bien. C'est entre les réformes de Charles Tokor et je constate aujourd'hui que le maire Charles Tokor se montre beaucoup plus proche des populations. Je comprends maintenant. C'est son devoir de se montrer très proche des populations. Vous aurez la parole à vous. Je reviens à vous. Je comprends maintenant les dessous de la chronique de Samson. Finalement, vous avez lâché le morceau. C'est pour dire c'est un politique du congrès des forces Cori pour un Bénin. Le rapport, c'est que au congrès des forces Cori pour un Bénin émergent, il y a des conducteurs de taxi-moto qui ont fait des récriminations sur le régime en place. Et quand on sait que le maire Charles Tokor est l'émanation de Patrice Talon à la tête de la mairie de Parakou, il urge alors qu'ils prennent le taureau par les cornes. Et c'est ce qu'il est en train de faire justement. Ici, nous parlons de développement. Alors, Tony Aubin, Guillaume de Souza, vous aurez la parole tout de suite. Tony Aubin, dans ces différentes réformes engagées, on a quand même la représentation de la mairie à Cotonou qui est une réussite, qui est un exemple palpable pour toutes les communes. On a vu quand même les dossiers qui sont transférés, il y a les statistiques qui circulent. On pense quand même que ça, c'est une réussite. On vous dira que c'est en parfaite contradiction avec les thèses de la décentralisation. Maintenant, j'attends qu'on fasse le point pour savoir ce que nous avons ministre de la décentralisation ne tape généralement pas envoyer des courriers pour suspendre des trucs qui ne sont pas conformes à la loi. Je ne voudrais pas rentrer dans certains détails. Vous pensez alors que je me garde de rentrer dans certains détails pour rester vraiment respectueux à certains principes qui régissent notre métier. Maintenant, j'ai écouté Guillaume de Souza. Il faudra le rappeler, il est membre de la cellule de communication du maire Charles Tokor. Je l'ai écouté, c'est très important. Ça n'empêche pas de faire preuve d'objectivité dans ma réflexion. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, Guillaume? Oui, allez-y, mais écoutez, lorsque ce que vous dites n'est pas rationnel, permettez que je vous interromps. C'est parce que je suis membre de la cellule de communication que je ne vais pas mener une réflexion objective. Vous avez encore quelques secondes pour achever
votre intervention. Tant qu'il m'arrache la parole, c'est que là, je vais la garder autant de fois qu'il va me l'arracher. Lorsque vous êtes allé contre la chronique de Samson Cabral-Adinsi, je m'attendais à ce que vous relevez les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Lorsque vous estimez qu'il dit des contes vérités, bon, ok, à quel niveau? Opération de profilage. L'opération. On va faire le débat si vous voulez. Est-ce que la réforme qu'on a voulu engager dans le secteur des IM est en marche actuellement? En très bonne marche. Le processus évolue normalement. Normalement. Je suis vraiment désolé. Tony, est-ce que vous êtes dans la même ville que moi? Je précise ceci. C'est tout à fait normal qu'on veuille que nous habillions dans les tenues traditionnelles locales, dans les tenues de chez nous. C'est une très bonne chose. Ça, personne pour dire le contraire, je crois. Personne. Et c'est normal aussi qu'on veuille faire la promotion des mets de chez nous. OK? Mais il y a un préalable. Lorsque vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on dit habillement, tenue locale, cela suppose que c'est des tenues qui sont produites chez nous. On a quelle structure pour produire quelle tenue locale? Non, il y a assez d'artisans, s'il vous plaît, dans la ville de Parakou. Non, vous n'allez pas faire cet affront-là. Est-ce que c'est un artisan qui produit le pain? Non, attendez. Non, écoutez, le pain que apporté, ou bien vous voulez demander aux gens, vous voulez demander aux agents de la mairie. Que j'aurai la parole. Oui, attendez, je viens. Je suis désolé. De revenir sur le sujet par rapport à la marche des femmes. Est-ce que vous savez, je sais qu'il y en a par rapport. On va donc revenir sur ce sujet déjà à notre prochaine émission. Guillaume de Souza, vous avez la parole cette fois-ci. Je vous reviens. En plus, on m'empêche. Vous avez la parole. Très bien. Je voudrais d'abord commencer par rétablir une vérité. Tout à l'heure, dans l'intervention de Samson, j'ai entendu. Non, j'ai pas fini de parler. J'ai entendu. Vous avez la parole, Tony. J'ai entendu. Est-ce que je peux. J'ai entendu tout à l'heure mon confrère Samson dire qu'on a demandé aux IM de payer 25 000 francs pour juste avoir une tenue. C'est faux, c'est pas vrai. C'est une tenue. Les 25 000, ce n'est pas seulement pour la tenue, mais c'est pour l'ensemble, disons, des processus. C'est-à-dire, et la tenue, et la carte de ZEM, et un certain nombre, d'accord, d'éléments contenus. C'est un package, en fait, les 25 000. Les 25 000, ce n'est pas seulement le coût de la tenue. La tenue fait partie, n'est-ce pas, des accessoires qu'on aura à remettre à chaque ZEM qui va souscrire à cette réforme-là. Et parlant justement de cette réforme des ZEM, je dis le processus est en très bonne marche. Vous savez, il n'y a que celui qui n'entreprend pas, qui ne se trompe pas. Pardon? 3 dates reportées. Non, écoutez, il n'y a que celui qui n'entreprend pas, qui ne se trompe pas. Et tout bon dirigeant, lorsqu'il entreprend, lorsqu'il innove, j'ai dit tout à l'heure que toute réforme rencontre des obstacles. Lorsque vous démarrez en cours de chemin, c'est normal de faire des pauses, d'analyser, de faire les corrections nécessaires et de continuer. Est-ce que la réforme a été suspendue? Non, la preuve, vous l'avez dit tout à l'heure. On ne peut pas passer tout le temps. Le maire doit rencontrer... Je le relève automatiquement. Je vous informe, Tony, que beaucoup de ZEM ont déjà souscrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de ZEM n'ont pas la parole. On a destitué un maire. Vous n'avez peut-être pas l'information. Aubin, vous n'avez peut-être pas l'information. Mais je vous informe que beaucoup de ZEM ont déjà souscrit. On commençait par souscrire déjà à cette réforme. Ils sont 11 000. On a déjà commencé par, s'il vous plaît. Combien ont souscrit? Ils ont déjà commencé par payer les 25 000. Je dis le processus est en de très bonne marche. Et vous verrez qu'à l'issue de la rencontre de demain, votre mot de la fin en même temps. Vous verrez qu'à l'issue de la rencontre, cette rencontre-là qui aura lieu avec le maire Chatoko en personne, vous verrez que beaucoup d'incompréhensions seront levées et que donc ce projet-là pourra évoluer aisément, sans difficulté. L'autre chose, avec la rencontre du vendredi, vous verrez que... Mais c'est normal, c'est une réforme. C'est une réforme. C'est normal qu'il y ait... Non, pas du tout, je me contredis. Votre mot de la fin. Non, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Je voudrais inviter mes chers amis à ne pas, disons, se mettre dans cette posture-là de ceux-là qui voient en permanence le mal partout. J'ai entendu dire Samson tout à l'heure qu'ils étaient dans une poursuite d'accompagner le maire. Je suis d'accord que accompagner, c'est pas seulement applaudir, c'est attirer l'attention là où ça ne va pas. Mais qu'on ait au moins l'honnêteté de reconnaître le peu qui marche là, le peu qui va bien, qu'on ait au moins l'honnêteté de le reconnaître et d'encourager. C'est pas facile.
Ce n'est pas facile d'être à un poste comme celui du maire Charles Tokor. Diriger une ville comme celle de Parakou, ce n'est pas facile. Je pense qu'il a plutôt besoin, disons, de critiques beaucoup plus constructives que ces genres d'attaques qui, franchement, ne font aucun bien à notre ville. Alors, Léon Batoworo, pour finir. Je dirais que quand quelqu'un décide d'être à un poste, il en a mesuré les contours. Le maire Charles Tokor, si ce n'est pas accident qu'il est devenu maire alors et qu'il ne sait pas que ce n'était pas facile, Guillaume, je suis désolé. C'est pour revenir conclure que le maire animé d'une très bonne énergie, de bonnes intentions pour construire la ville de Parakou. Mais je lui reproche, et je le lui reproche toujours, sa brutalité dans la manière de faire, aussi bien depuis le langage que dans les actes. L'esprit général d'une loi, c'est qu'il faut voter la loi, il faut la vulgariser avant de la faire appliquer. Mais quand on décide, par exemple, du jour au lendemain qu'à partir de tel jour, il faut commencer par s'y conformer, alors que les corollaires, les petits problèmes qu'il pourrait y avoir, on n'a pas analysé ça et on impose ça, je dis qu'il y a un problème. Je crois qu'on aura beaucoup de temps peut-être à passer si on devait discuter rien que de la mairie de Parakou et vraiment le temps s'en est allé. Alors, Samson Adessi, pour finir. Pour finir, je demanderai à mon cher ami Guillaume de commencer par faire des critiques objectives à l'endroit de son mentor, de son patron, Charles Tokor. Le maire Charles Tokor n'a pas besoin de savoir là où il a réussi, il a besoin de savoir là où il a échoué pour pouvoir bien réussir et faire un bilan élogieux à l'issue, à l'échéance. Pour dire, ainsi dit, le maire a toujours invité les populations à payer les taxes. Allez au niveau de la SBE, allez au niveau de la Direction générale des impôts pour voir qui sont les gros débiteurs insolvables de ces structures-là, pour dire que la charité bien ordonnée doit pouvoir commencer par soi-même. Et que le maire essaie de nettoyer un peu son entourage, demander à tous ses collaborateurs de donner le bon exemple. Sous Yaïboni, nous avons connu certains qui se sont fait appeler les fous du roi. Et nous avons suivi, nous savons, chacun de nous sait là où ils ont conduit le chef de l'État, l'ancien chef d'État. Et donc, peut-être qu'il y en a aussi de plus fous, qui sont à la mairie, qui sont les fous de Charles Tokor, c'est une très bonne chose, mais il n'en a pas besoin. Il faudrait lui dire la vérité. Le peuple souffre, les Paraquois souffrent, il faut reconnaître qu'ils souffrent. Même si vous voulez les amener à accepter vos réformes, reconnaissez quand même que ça ne va pas. Au lieu de dire que, pas du jour au lendemain qu'on va faire le bonheur de tout le monde. C'est pas du jour au lendemain qu'on va faire le bonheur de tout le monde. Ce n'est que de façon progressive. Voilà. J'ai été vraiment très désolé du fait que vous n'avez pas de façon équitable distribué la parole ce soir. Non, c'est moi qui devrais l'être parce que je n'ai pas du tout bénéficié du même temps de parole que Samson, par exemple. Nous allons revenir sur la marche dans notre prochaine émission, c'est-à-dire le lundi prochain. Amis téléspectateurs, c'est ici que nous arrêtons notre échange de ce jour. D'ici là, portez-vous bien.